C'était l'aube du 14 janvier 2018, peu avant 6 heures du matin, lorsque Jordan Turpin, âgée d'à peine 17 ans, exécuta un plan qu'elle avait minutieusement préparé pendant 2 ans. Après avoir vérifié que ses parents dormaient, elle s'échappa par la fenêtre de sa maison à Perris, en Californie. Elle n'était pas seule initialement, sa sœur de 13 ans l'accompagnait, mais dominée par la peur, cette dernière décida de retourner à la maison. Le cœur battant et les mains tremblantes, Jordan courut aussi vite qu'elle le pouvait jusqu'à sentir ses poumons brûler, cherchant à s'éloigner suffisamment de la maison pour ne pas être découverte. Elle portait un vieux téléphone portable qu'elle avait réussi à cacher de ses parents. Quand elle se sentit enfin assez loin, elle composa le numéro d'urgence américain, le 911. L'appel dura environ 20 minutes. Durant ce temps, Jordan essayait d'expliquer sa situation avec un vocabulaire limité et une diction infantile, résultat d'années d'isolement. Elle parvenait à peine à articuler des phrases complètes. Ses paroles étaient entrecoupées de moments et d'hésitation et de peur. « Mes parents nous maltraitent », dit-elle à l'opératrice entre deux sanglots. « Mes petites sœurs, en ce moment, sont enchaînées. Un de mes frères aussi est enchaîné. » Quand on lui demanda comment ils étaient enchaînés, Jordan répondit avec des chaînes. « Elles sont enchaînées dans leur chambre. » L'opératrice, essayant de comprendre la situation, demanda à Jordan si elle connaissait l'adresse où elle se trouvait. « Je ne sors pas beaucoup, donc je ne connais rien aux rues, » répondit la jeune fille. « Nous vivons dans le silence, et parfois, je me réveille et je n'arrive pas à respirer à cause de la saleté dans la maison. »« Quand as-tu pris un bain pour la dernière fois ?» demanda l'opératrice. « Je ne sais pas, il y a presque 1 an, mais parfois je me sens tellement sale que je me... »« Lave le visage !» répondit Jordan. Pendant que l'appel se poursuivait, l'opératrice envoya une voiture de police à la rencontre de la jeune fille. L'officier qui répondit à l'appel était dans sa dernière heure de service. Initialement, il pensait avoir affaire à une simple dispute familiale. Mais en rencontrant Jordan, il réalisa que la situation était bien plus grave. La jeune fille était extrêmement maigre, avec une peau pâle et une apparence de malnutrition sévère. Sa parole était hésitante, et l'officier en vint à lui demander si elle était sous l'effet d'une substance quelconque. Jordan nia avec véhémence et, pour prouver qu'elle disait la vérité, montra quelques photos qu'elle avait prises avec son téléphone des images de ses frères et sœurs enchaînés au lit, extrêmement maigres, vivant dans des conditions déplorables. Ces images furent suffisantes pour que l'officier agisse immédiatement. La police se dirigea vers la résidence de la famille Turpin, située dans une zone résidentielle ordinaire. À leur arrivée, ils frappèrent à la porte et, étonnamment, Louise Turpin répondit sans hésitation, les invitant à entrer comme si rien n'était anormal. Ce que les policiers trouvèrent à l'intérieur de cette maison dépassa toute attente. L'odeur nauséabonde d'urine et de matières fécales était écrasante. Il y avait des sacs poubelles accumulés dans toutes les pièces. Les murs étaient tachés et sales. En suivant le couloir, ils arrivèrent aux chambres où ils trouvèrent des enfants et de jeunes adultes dans un état de malnutrition extrême. Un des enfants était enchaîné au lit. 2 autres avaient apparemment été libérés à la hâte, car ils présentaient encore des marques récentes de chaînes aux chevilles. Tous les 13 enfants du couple David et Louise Turpin, âgés de 2 à 29 ans, étaient dans des conditions déplorables de santé et d'hygiène. Durant toute l'inspection, Louise suivait les policiers, demandant à plusieurs reprises ce qu'ils faisaient là et pourquoi ils avaient besoin de voir ses enfants. Elle semblait sincèrement ne pas comprendre la gravité de la situation ou qu'il y avait quelque chose d'anormal dans le traitement réservé à ses enfants. Le cas de la famille Turpin allait bientôt devenir l'un des cas d'abus d'enfants les plus choquants de l'histoire récente des États-Unis, révélant des décennies de torture et de souffrances cachées derrière une façade de normalité. Et les amis, avant de poursuivre cette histoire troublante, je voudrais demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de cliquer maintenant sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de toutes nos vidéos sur des cas criminels qui défient notre compréhension. Laissez également un like pour aider cette vidéo à atteindre plus de personnes. Maintenant, plongeons plus profondément dans cette histoire terrifiante de la famille Turpin. Pour comprendre comment une mère pourrait infliger une telle cruauté à ses propres enfants, nous devons connaître l'histoire de Louise-Anne Robinette, née le 24 mai 1968 à Princeton, en Virginie-Occidentale. Louise était l'aînée de 3 sœurs, Louise, Teresa et Elisabeth. Son père était un prédicateur pentecôtiste respecté par la communauté locale. Aux yeux de tous, ils étaient la famille parfaite, le père, un homme de foi, estimé et respecté par les voisins.
La mère, Phyllis Robinette, s'occupait des filles pendant que le mari se consacrait à l'église. Cependant, cette image idyllique cachait une réalité sombre et troublante. La famille maternelle de Louise avait un terrible historique d'abus. Phyllis avait été sexuellement agressée par son propre père, John Taylor, un ancien militaire, décoré pratiquement toute sa vie. L'horreur ne s'est pas arrêtée à elle. Lorsque Phyllis a eu ses propres filles, le cycle d'abus a continué, avec un développement encore plus macabre. Phyllis a mené activement ses filles pour qu'elles soient abusées par leur grand-père, John Taylor, en échange d'argent. Selon les témoignages ultérieurs de Teresa et Elizabeth, les sœurs cadettes de Louise, leur mère les amenait régulièrement chez leur grand-père pour qu'elles soient molestées. En retour, le grand-père donnait de l'argent tant aux filles qu'à leur mère. C'était une transaction perverse, normalisée au sein de cette famille dysfonctionnelle. Louise, en tant qu'aînée, essayait souvent de protéger ses sœurs cadettes. Elle s'offrait fréquemment volontairement pour y aller à leur place, se soumettant à l'abus pour les épargner. Pendant ces épisodes, le grand-père plaçait de l'argent dans les mains des filles, pendant qu'il abusait d'elles, comme si cette compensation financière pouvait d'une manière ou d'une autre justifier ou atténuer le traumatisme qu'il infligeait. Quand elles demandaient à leur mère pourquoi elles devaient visiter leur grand-père, Phyllis répondait froidement qu'elle avait besoin de l'argent pour acheter de la nourriture et des vêtements pour elle. « C'est ce qui est dû », disait-elle, normalisant complètement l'horreur à laquelle elle soumettait ses filles. En plus de l'abus sexuel, Phyllis négligeait ses devoirs maternels, laissant à Louise, encore enfant, la responsabilité de s'occuper de ses sœurs cadettes. Dès son jeune âge, Louise fut forcée d'assumer le rôle de mère, préparant les repas, aidant pour le bain et surveillant ses sœurs quand la mère était absente, ce qui arrivait fréquemment. Cette situation se poursuivit jusqu'en 1982, quand Louise avait 14 ans. Cette année-là, la grand-mère des filles, Mary Louise Taylor, découvrit ce qui se passait. En entrant dans le salon de sa maison, elle surprit son mari en train d'abuser sexuellement d'une de ses petites filles sur le canapé. Choquée par cette découverte, Mary décida de divorcer immédiatement de son mari. Cependant, elle choisit de ne pas signaler l'incident aux autorités, craignant que cela ne ternisse la réputation de la famille. Cette décision permit aux abus de continuer, bien que peut-être moins fréquemment. Les récits des sœurs de Louise révèlent une transformation graduelle dans son comportement durant l'adolescence. Bien qu'extrêmement timide et réservée à l'école et à l'église, Louise développa des mécanismes pour faire face au traumatisme. Elle apprit à manipuler les situations, feignant la soumission et l'obéissance pour obtenir ce qu'elle voulait. Selon Elizabeth, sa sœur cadette, Louise avait appris à contrôler sa vie en utilisant cette stratégie d'apparaître fragile, tout en manipulant les autres. David Allen Turpin est né le 17 octobre 1961. Dès son jeune âge, il se démarquait comme étant différent de ses camarades. Alors que d'autres adolescents des années 70 portèrent les cheveux longs et des jeans, David préférait des vêtements formels, conservateurs et une coupe de cheveux traditionnelle. Occasionnellement, il allait même jusqu'à porter un nœud de papillon à l'école, ce qui lui valait des regards étranges de ses camarades. Un de ses camarades de classe, Mike Gilbert, décrivait David comme quelqu'un qui semblait toujours décalé, comme s'il appartenait à une autre époque. Il était extrêmement intelligent, mais profondément introverti. Il socialisait rarement et passait la plupart de son temps libre à étudier ou à participer à des activités religieuses. En 1979, David obtint son diplôme au collège de Princeton, classé parmi les 20 meilleurs élèves de sa promotion. Ses performances académiques exceptionnelles lui assurèrent une bourse d'études pour étudier l'ingénierie à la prestigieuse université Virginia Tech, l'une des plus réputées aux États-Unis. C'est à cette époque que David rencontra Louise pour la première fois. Elle n'avait que 10 ans, et lui, 17. Les deux familles fréquentaient la même église pentecôtiste, ce qui facilitait les rencontres entre eux. Malgré la différence d'âge significative, quelque chose chez la petite fille semble avoir éveillé l'intérêt de David. Comme Louise, David venait également d'une famille aux valeurs discutables, bien que d'une manière différente. Son modèle familial incluait un grand-père, le révérend King Turpin Jr., qui était pratiquement vénéré par les hommes de la famille, malgré son comportement moralement douteux. King Turpin Jr. avait pas moins de 19 enfants avec différentes femmes. Sa première épouse est décédée durant l'accouchement d'un de leurs enfants. Seulement un mois après sa mort, King épousa l'infirmière qui avait soigné sa femme pendant l'accouchement. Cette infirmière n'avait que 16 ans à l'époque, et selon des récits familiaux, elle ne désirait pas ce mariage.
Ceste son propre père qui l'avait vendu à King en échange d'une voiture neuve. Ce modèle familial déformé semble avoir profondément influencé la vision de David concernant les relations et la structure familiale. L'idée d'un patriarche dominant, contrôlant, avec un pouvoir absolu sur les membres de la famille, a certainement fait écho dans sa propre approche lorsqu'il a formé sa famille avec Louise. Quelques années après cette première rencontre, lorsque Louise avait 15 ans et David 22, ils commencèrent à sortir ensemble secrètement. Le père de Louise, en tant que prédicateur pentecôtiste, désapprouvait fortement cette relation en raison de la différence d'âge et parce qu'il considérait sa fille comme trop jeune pour tout type de relation romantique. Curieusement, la mère de Louise, Phyllis, soutenait la relation et aidait le couple à se voir en cachette. Elle admirait la famille Turpin pour ses valeurs chrétiennes et voyait en David un bon parti pour sa fille. Peut-être voyait-elle également, dans cette relation, une opportunité pour Louise d'échapper au cycle d'abus qu'elle-même avait perpétué. La relation secrète continua pendant quelques mois, Louise confiant à ça sur Élisabeth qu'elle était follement amoureuse de David et Quen. Jour, ils se marieraient et auraient 12 enfants ensemble, une prédiction qui, malheureusement, se concrétiserait de manière tragique. En janvier 1985, le couple décida qu'ils ne pouvaient plus vivre séparés. David se présenta à l'école de Louise portant un déguisement élaboré avec une fausse moustache, un chapeau et un costume. Il parvint à convaincre l'administration de l'école qu'il était un proche parent qui devait ramener Louise à la maison en raison d'une urgence familiale. Une fois sortis de l'école, David et Louise s'enfuirent à Fort Worth, au Texas. La famille de Louise, désespérée, signala sa disparition à la police. 3 jours plus tard, les autorités les localisèrent au Texas et ramenèrent Louise à la maison, puisqu'elle était mineure. C'est alors que son père, voyant que la relation était inévitable et inquiet de ce que la communauté religieuse penserait de sa fille ayant fui avec un homme, décida d'autoriser le mariage, à condition qu'il suive les préceptes religieux, qu'il considérait comme fondamentaux. Le 11 février 1985, David et Louise se marièrent lors d'une petite cérémonie, Louise n'ayant que 16 ans. Bien que les familles aient assisté à la cérémonie, elles le firent avec une réticence visible, particulièrement le père de Louise. Après le mariage, le jeune couple déménagea au Texas, où David avait obtenu un emploi en tant qu'ingénieur chez General Dynamics, une entreprise américaine spécialisée dans la construction d'armements militaires. Le salaire était excellent, ce qui permit au couple de s'établir confortablement. Les premières années du mariage semblaient parfaites, du moins extérieurement. David gagnait un excellent salaire, permettant au couple de maintenir un style de vie confortable et même luxueux. Ils dînaient fréquemment dans des restaurants coûteux et dépensaient de l'argent librement. En 1987, le couple déménagea en Californie, dans une petite ville appelée Brea, située au sud de l'État. Le 28 juillet de la même année, Louise donna naissance à sa première fille, Jennifer Dawn. Le couple semblait aimer sincèrement leur fille, du moins initialement. Il la gâtait constamment, le menant dans des parcs d'attractions comme Disneyland et Universal Studios. Pour ceux qui les observèrent de l'extérieur, ils semblaient être une famille parfaite, jeune, prospère et aimante. En 1990, l'entreprise pour laquelle David travaillait, General Dynamics, fut absorbée par Lockheed Martin, une autre entreprise du secteur de la défense. Cela signifiait que la famille devait retourner au Texas. David non seulement conserva son emploi durant cette transition, mais reçut également une augmentation substantielle, passant à un salaire à 6 chiffres. Le 3 février 1992, naquit le deuxième enfant du couple, Joshua David. À cette époque, les problèmes financiers commencèrent à apparaître. Malgré l'excellent salaire de David, le couple dépensait bien au-delà de ses moyens, accumulant des dettes considérables. Louise avait développé une dépendance aux jeux de hasard, perdant de grosses sommes dans les casinos. La même année de la naissance de Joshua, le couple fut contraint de déclarer faillite. Ce ne serait que le premier de plusieurs effondrements financiers qu'il connaîtrait au fil des ans, suivant toujours le même schéma bien gagné, dépenser excessivement et accumuler des dettes insoutenables. Malgré les difficultés financières, le couple continua à avoir des enfants en succession rapide. Le 3 novembre 1993, naquit leur troisième enfant, Jessica Louise. 2 ans plus tard, le 17 décembre 1995, vint le quatrième enfant, Jonathan Wayne. C'est à cette époque qu'Elizabeth, la surcadette de Louise, alla vivre avec le couple pendant une période, alors qu'elle étudiait à l'université proche de leur maison.
Elizabeth eut l'opportunité d'observer de près la dynamique familiale des Turpin et remarqua des comportements alarmants. Elizabeth observa que Louise et David étaient particulièrement sévères avec Jennifer, la fille aînée, la traitant différemment des autres enfants. Plus troublant encore fut la constatation que le couple ne démontrait jamais aucune forme d'affection envers leurs enfants. Durant tout son séjour, Elizabeth ne vit jamais les parents embrasser ou câliner leurs enfants, ne les mettait pas au lit, ne leur lisait pas d'histoire, ni même ne bercèrent le plus jeune pour l'endormir, même quand il pleurait. Elizabeth remarqua également des rituels bizarres institués par Louise. Pendant les repas, Louise appelait les enfants un par un pour manger. Avant de lui permettre de commencer à manger, Jennifer, la fille aînée, était obligée de fixer sa mère dans les yeux et de sourire exagérément. Elle devait attendre que Louise lui rende son sourire avant de pouvoir commencer son repas. La relation entre David et Louise était également tumultueuse. David avait de fréquents accès de colère, provoqués par des motifs triviaux, et déchargeait souvent sa frustration sur sa femme. La tension dans l'environnement domestique était palpable, créant une atmosphère de peur constante. Rick Ross, un expert en sectes, qui analysa ultérieurement la dynamique de la famille Turpin, suggéra que David avait commencé à éduquer les membres de sa famille comme s'ils faisaient partie d'une secte, utilisant les croyances de l'Église pentecôtiste comme base. David se voyait comme un leader charismatique, avec Louise comme son bras droit, et les enfants comme des disciples obligés d'obéir sans questionner. La sœur de Louise remarqua également des comportements troublants de David envers elle-même. Il l'observait fréquemment d'une manière qui la mettait mal à l'aise. Lors d'un incident particulièrement perturbant, alors qu'Elizabeth prenait un bain, David et Louise forcèrent la porte de la salle de bain pour l'observer nue, riant hystériquement, tandis qu'elle les suppliait désespérément de sortir. Au fil du temps, Louise devenait de plus en plus paranoïaque. Quand elle découvrit qu'Elizabeth avait noué des amitiés à l'université, elle se convainquit que ces personnes espionnaient la famille Turpin. En conséquence, elle interdit à Elizabeth de sortir avec des amis ou de participer à des événements sociaux. La situation atteignit un point critique lorsqu'Elizabeth revint de l'université un jour et découvrit que Louise avait changé les serrures, l'empêchant d'entrer dans la maison. Elizabeth resta dehors pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'elle menace finalement d'appeler la police. Ce n'est qu'alors que Louise lui permit d'entrer, seulement pour l'informer qu'elle ne pouvait plus rester là. Cet incident marqua le début de l'isolement complet que la famille Turpin adopterait dans les années suivantes, coupant les liens avec leur famille et toute autre personne qui pourrait remettre en question leur style de vie ou les conditions dans lesquelles vivaient les enfants. Le 21 mai 1997, naquit la 5e enfant des Turpin, Joy. À cette époque, Jennifer, la fille aînée, avait 9 ans et fréquentait une école publique. Là, elle était sévèrement ridiculisée par ses camarades en raison de son apparence et de son hygiène personnelle. Jennifer dégageait une forte odeur d'urine, portait toujours les mêmes vêtements extrêmement sales et attachait souvent ses cheveux avec des emballages de chocolat. Les camarades l'appelaient cruellement sac d'eau en raison de son extrême maigreur. Le plus troublant est qu'à la maison, son armoire était pleine de vêtements neufs et coûteux, certains coûtant des centaines de dollars. Cependant, ses parents ne lui permettaient jamais de les porter, la forçant à porter quotidiennement le même t-shirt et pantalon sale. À l'école, Jennifer présentait également des comportements bizarres, comme parler constamment de sujets obscènes avec ses camarades. Ce comportement entraînait de fréquentes visites dans le bureau du directeur, mais apparemment aucun éducateur ne soupçonna que cela pouvait être des signes d'abus domestiques. La situation atteignit un point tel que les enseignants convoquèrent David et Louise pour une réunion, les alertant sur l'hygiène précaire de leur fille. Au lieu d'améliorer les soins apportés à Jennifer, le couple opta pour une solution radicale, la retirer de l'école. À partir de ce moment, aucun des enfants Turpin ne fréquenterait un établissement d'enseignement régulier. Tous seraient éduqués à la maison, ce qui en pratique signifiait un isolement total du monde extérieur et un endoctrinement continu. Le 15 juin 1998, naquit la 6e enfant des Turpin, Julianne Phyllis. Durant cette période, la famille affrontait de graves difficultés financières, principalement dues à la dépendance aux jeux de hasard que Louise avait développée. En 1999, après des années à accumuler des dettes et à ne pas payer le financement de la maison, la banque saisit la propriété des Turpin à Fort Worth, laissant la famille, qui comptait désormais 6 enfants, pratiquement à la rue. Le nouveau propriétaire de la maison fut choqué par l'état dans lequel il la trouva. Les sols et les tapis étaient couverts de divers liquides,
Il y avait de grandes taches sombres sur les murs qui semblaient être des excréments, et l'odeur était insupportable. Peu après, la famille déménagea dans un petit ranch à Rio Vista, au Texas, une ville connue pour la production de coton, de foin et de produits laitiers. Le terrain de la propriété faisait environ 15 hectares, garantissant un isolement presque total. C'est durant cette période que les Turpan commencèrent l'homeschooling, ou l'éducation des enfants à la maison. En pratique, cela signifiait un lavage de cerveau complet, leur enseignant à obéir de façon absolue et sans questionner. David et Louise construisirent une bulle autour de leurs enfants, contrôlant tous les aspects de leur vie. David agissait comme s'il était un dieu pour ses enfants, créant des règles absurdes qui devaient être suivies à la lettre, sous peine de punitions sévères. Avec l'aide de Louise, il convainquit les enfants que le monde en dehors de la maison était un lieu effrayant, de sorte qu'ils ne tentent jamais de s'échapper. Les enfants avaient interdiction de parler à des étrangers, ou même de révéler leur nom à quiconque. Ils ne pouvaient pas discuter de ce qui se passait à l'intérieur de la maison, sous prétexte que cela contaminerait la famille. David les avait complètement isolés et exerçait un contrôle total sur tout ce qui se passait. De l'autre côté de la route vivait la famille Vignard Ricky, Shelly et leurs 2 filles. Les Vignard tentèrent à plusieurs reprises de souhaiter la bienvenue aux nouveaux voisins, mais sans succès. Les enfants Turpin ne les regardaient jamais quand ils s'approchaient et ne répondaient pas aux questions, suivant les ordres stricts de leur père. Une des filles des Vignard, Ashley, alors âgée de 10 ans, fut la seule personne à entrer dans la maison des Turpin. Elle rapporta avoir vu des cages pour animaux partout et des journaux étalés sur le sol, avec des tas d'excréments dessus. Louise lui interdit d'entrer dans les chambres des enfants, lui permettant de rester uniquement dans la zone de la cuisine et dans le salon. Avec le temps, la violence envers les enfants s'intensifia. Ce qui commença par des gifles et des bousculades évolua vers des agressions avec des ceintures, des cuillères en bois et même un objet qu'ils appelaient « The Switch », un bâton de métal recouvert de verre et de résine, avec des pointes métalliques saillantes. Au-delà de la violence physique, les enfants étaient soumis à des formes bizarres d'abus. Il leur était interdit de se baigner, ne pouvant se laver que les mains jusqu'aux poignets. Quiconque désobéissait était sévèrement puni, battu jusqu'au sang et attaché au lit ou à d'autres meubles de la maison pour de longues périodes. En novembre 2000, naquit la 8e enfant, Jordan, celle-là même qui, des années plus tard, aurait le courage de s'échapper et de chercher de l'aide. À cette époque, David avait transformé le salon en une sorte d'école, avec des tables et des chaises. Cependant, ses cours étaient particuliers, se concentrant presque exclusivement sur la religion. Les enfants n'apprenaient pas les bases, beaucoup ne connaissaient même pas l'alphabet complet. En 2004, même en étant endettés, David et Louise dépensèrent 63 000 $ pour acheter une maison mobile, qu'ils stationnèrent au fond du ranch, cachée de la vue de quiconque passait par la route. La famille, qui comptait déjà 10 enfants, commença à vivre dans cette caravane, car la maison principale était déjà inhabitable en raison de la saleté accumulée. À l'intérieur de la caravane, David construisit une grande cage métallique, assez grande pour contenir 2 personnes. Au fond de la cage, il y avait une ouverture par laquelle passait le peu de nourriture donnée aux enfants qui y étaient enfermés. Les enfants étaient emprisonnés pour des infractions aussi triviales que regarder une vidéo de Star Wars. Un des fils, Joshua, raconta avoir été enfermé dans cette cage après avoir été surpris en train de regarder un film, Star Wars. Dans une autre occasion, Jonathan, un des fils, parvint à s'échapper de la cage parce qu'il était tellement dénutri qu'il réussit à passer par l'ouverture de la nourriture. Après cet incident, David remplaça la cage par des caisses pour chiens, si petites que les enfants pouvaient à peine s'y mouvoir. L'aspect le plus bizarre de cette situation était que, malgré la cruauté quotidienne, les Turpin emmenaient occasionnellement leurs enfants en excursion dans des lieux comme Disneyland ou Las Vegas. Ces sorties avaient lieu peut-être une fois par an. Durant ces rares moments, les enfants étaient forcés de se baigner, de porter des vêtements propres et de sourire constamment pour les photos. Louise avait une fascination particulière pour Disneyland et Las Vegas. Cette dernière, en raison de sa dépendance au jeu. À une occasion, le couple se rendit à Las Vegas pour renouveler leur vue de mariage, emmenant tous leurs 12 enfants, habillés de façon identique. Les vidéos de cet événement, ultérieurement divulguées, montrent une scène inquiétante. Des enfants extrêmement maigres, avec des regards vides, forcés de sourire pour la caméra. En 2010, Jennifer, la fille aînée, parvint à s'échapper de la maison. Elle courut environ 5 km jusqu'à atteindre une route de terre, où elle rencontra une femme conduisant une camionnette.
la femme remarqua que Jennifer était agitée, extrêmement maigre et débraillée, et avait des difficultés à communiquer. En posant des questions basiques, comme qui était le président ou en quelle année ils étaient, la femme se rendit compte que Jennifer n'avait aucune connaissance du monde extérieur. Pensant que la jeune fille avait une déficience mentale, elle la convainquit de donner l'adresse de sa maison pour la ramener. Durant le trajet, Jennifer demandait sans cesse comment elle pourrait obtenir un emploi, un appartement et une voiture. La femme la laissa chez ses parents et ne signala jamais l'incident aux autorités, une autre occasion manquée d'intervention qui aurait pu sauver les enfants des années auparavant. Cette même année, David perdit à nouveau son emploi et la banque saisit la maison à Rio Vista. La famille disparut du jour au lendemain, laissant presque tout derrière, comme s'ils étaient départis à la hâte. Les voisins ne remarquèrent que la famille était partie que lorsqu'ils virent la pancarte de la banque annonçant la vente de la propriété. Curieux, certains voisins entrèrent dans la maison abandonnée et découvrirent une scène choquante, 2 chats qui avaient été laissés derrière, se nourrissant des déchets accumulés. La maison était complètement sale, avec des matelas couverts d'excréments et d'urine. Sur les matelas, il y avait des cordes, prouvant que les enfants étaient attachés au lit. Encore une fois, personne ne dénonça la situation aux autorités. Pour des raisons inconnues, les Turpin décidèrent de déménager en Californie. Ils vécurent d'abord dans une maison pendant 4 ans, passant complètement inaperçus, puis déménagèrent dans une autre maison à Perris, en Californie, où ils resteraient jusqu'au jour de la libération. En Californie, la famille maintint le même style de vie nocturne qu'ils avaient adopté à Rio Vista. Les enfants dormaient pendant la journée et restaient éveillés la nuit. Ils étaient nourris seulement 1 fois par jour, généralement avec de la nourriture fast-food qui ne fournissait pas les nutriments nécessaires. Les punitions continuaient et, parfois, les parents partèrent pendant des semaines, laissant les aînés s'occuper des plus jeunes, dans des conditions inhumaines. Pour éviter les questions sur pourquoi les enfants ne fréquentèrent pas l'école, David enregistra sa maison comme une école privée, appelée Sandcastle Day School. L'État de Californie n'exigeait pas d'inspection des écoles privées, seulement l'enregistrement, ce qui permit aux Turpin de continuer à abuser de leurs enfants sans attirer l'attention des autorités. Les enfants étaient si isolés qu'ils connaissaient à peine le monde extérieur. Ils ne connaissaient pas des concepts de base comme la police, les médicaments ou même Internet. Certains des enfants plus âgés avaient des comptes sur les réseaux sociaux, mais ils étaient strictement surveillés par les parents et n'avaient pas la permission d'interagir avec d'autres personnes. Le degré d'isolement des enfants devint évident durant les entretiens menés après le sauvetage. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas ce qu'était un médicament, n'avaient jamais visité un médecin ou un dentiste, et certains ne savaient même pas ce qu'était une rue ou un trottoir. Le monde pour eux se limitait aux murs de cette maison et aux voyages occasionnels à Disneyland ou Las Vegas, qui servirent de soupape d'échappement étrange pour Louise et David pour montrer au monde une façade de normalité. En même temps, les parents maintenaient un contrôle absolu sur chaque aspect de la vie des enfants. Les horaires pour dormir, manger, utiliser les toilettes et même parler étaient strictement contrôlés. Les enfants avaient interdiction de converser entre eux ou de faire du bruit pendant la journée. La nuit, quand les voisins dormaient, déjà, ils pouvaient se lever et se déplacer dans la maison, mais toujours sous la surveillance constante des parents. Les repas étaient rares et insuffisants. Fréquemment, les enfants étaient forcés de partager un seul repas entre tous. Parfois, les parents achetaient de la nourriture en grande quantité, comme des gâteaux et des sucreries, mais les gardaient exposés, interdisant aux enfants d'y toucher ou de les manger. La nourriture pourrissait sous leurs yeux pendant qu'ils souffrèrent de la faim. Le 14 janvier 2018, après plus de 2 ans de planification secrète, Jordan Turpin exécuta son plan d'évasion. Elle avait caché un vieux téléphone portable qu'elle avait réussi à prendre dans la maison. Pendant des mois, elle et ses frères et sœurs avaient étudié des vidéos sur YouTube pour apprendre comment fonctionnait le monde extérieur, y compris le concept de service d'urgence. À l'aube de ce dimanche, quand elle réalisa que ses parents dormaient profondément, Jordan décida que c'était le moment d'agir. Initialement, sa sœur cadette, de 13 ans, devait l'accompagner. Mais, au dernier moment, dominée par la peur des conséquences si elles étaient découvertes ou capturées, la sœur cadette décida de faire demi-tour. Jordan cependant savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Si elle était découverte, les punitions seraient sévères, possiblement fatales. Le cœur battant, elle grimpa par la fenêtre et courut dans l'obscurité, s'éloignant autant que possible de la maison avant de passer l'appel qui changerait à jamais le destin de sa famille. L'appel au numéro d'urgence 911 révéla non seulement l'horreur dans laquelle vivaient les enfants Turpin,
mais aussi le degré d'isolement auquel ils étaient soumis. Durant la conversation avec l'opératrice, Jordan ne parvenait pas à expliquer où elle se trouvait parce qu'elle n'avait jamais été dans la rue auparavant. Elle ne connaissait pas le nom de la rue où elle habitait, ne comprenait pas le concept d'adresse, et avait même du mal à décrire l'apparence de sa propre maison. « Je n'ai jamais été hors de la maison », expliqua-t-elle à l'opératrice. « Je ne sais rien du monde extérieur. Mes parents nous disent que si nous parlions à quelqu'un ou quittions la maison, nous serions tués. » Quand l'opératrice demanda à Jordan à quoi ressemblaient ses parents, la jeune fille ne put les décrire adéquatement, car elle les regardait rarement directement dans les yeux, c'était strictement interdit et entraînait des punitions sévères. Quand la police arriva à la maison des Turpin, ils découvrirent une scène que les officiers décrivirent comme l'une des pires qu'ils aient jamais vues dans leur carrière. La maison était dans un état déplorable, avec une odeur suffocante, d'urine et d'excréments. Il y avait des piles de déchets partout, des jouets jamais utilisés encore dans leurs emballages d'origine, et des meubles sales et cassés. Dans la chambre principale, les policiers trouvèrent un grand coffre-fort rempli de photographies des enfants à différents stades de malnutrition et de souffrance. Il semblait que les parents documentaient méticuleusement la détérioration physique de leurs enfants comme une sorte de registre bizarre. Les 13 enfants, âgés de 2 à 29 ans, étaient dans des conditions dévastatrices. Tous présentaient des signes sévères de malnutrition, avec des membres atrophiés et un développement physique compromis. La fille aînée, âgée de 29 ans, ne pesait que 37 kilos. La malnutrition était si grave que les filles, même les plus âgées, n'avaient pas de menstruation. Les médecins qui examinèrent les enfants remarquèrent d'autres signes alarmants. Beaucoup avaient des dents pourries ou manquantes en raison du manque d'hygiène et de soins basiques. Plusieurs présentaient des déformations des membres, résultant d'avoir été enchaînés pendant de longues périodes. Certains avaient des difficultés à marcher, car il leur était rarement permis de se déplacer librement. Plus choquant encore fut la constatation que certains des enfants plus âgés avaient subi des dommages cérébraux permanents dus à la malnutrition sévère et prolongée. Ces dommages cognitifs affecteraient leur capacité d'apprentissage et d'adaptation pour le reste de leur vie. David et Louise Turpin furent immédiatement arrêtés et accusés de multiples crimes, incluant torture, séquestration, maltraitance d'enfants et négligence. Initialement, les deux se déclarèrent non coupables de toutes les accusations. Durant les enquêtes, d'autres détails troublants sur la vie familiale émergèrent. Les enquêteurs découvrirent des journaux écrits par certains des enfants, décrivant dans des détails horrifiants les abus subis. Un des journaux contenait plus de 800 pages de récits de torture quotidienne. Des centaines de photographies et vidéos montrant les enfants enchaînés au lit furent découvertes. Dans certaines images, Louise apparaissait souriante à côté des enfants qui souffraient visiblement. Il y avait également des registres détaillés des infractions commises par les enfants et des punitions correspondantes, tenues méticuleusement par David. En avril 2019, face à des preuves accablantes et à la perspective d'un procès prolongé qui exposerait publiquement tous les détails de leurs crimes, David et Louise Turpin changèrent leur plaidoyer en coupables pour 14 chefs d'accusation, incluant des tortures cruelles et inhumaines, séquestration, maltraitance d'adultes dépendants et abus d'enfants. Durant l'audience de sentence, plusieurs des enfants Turpin eurent l'opportunité de s'exprimer. Leurs déclarations furent profondément émouvantes et révélèrent des sentiments complexes envers leurs parents. Certains exprimèrent le pardon, tandis que d'autres partagèrent la douleur profonde et les traumatismes qu'ils porteraient à jamais. Une des filles aînées surprit tout le monde en disant « Mes parents m'ont enlevé toute ma vie, mais je commence maintenant à la récupérer. » Un autre enfant déclara « J'ai encore parfois des cauchemars à propos de ce qui s'est passé, comme être enchaîné et battu. Mais c'est dans le passé, et c'est un nouveau départ pour nous tous. » Le juge, visiblement ému, adressa des mots durs au couple avant de prononcer la sentence. « Les enfants sont résilients et forts. Mais ce que vous leur avez fait n'a pas de précédent dans ce tribunal. Vous n'avez pas puni vos enfants. Vous les avez torturés. » David et Louise Turpin furent condamnés à 25 ans de prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle, seulement après avoir purgé 25 ans. Après le sauvetage, tous les enfants Turpin furent hospitalisés. Beaucoup durent réapprendre des activités basiques comme se brosser les dents, prendre un bain et préparer des repas simples. Les 6 enfants mineurs furent déplacés dans des foyers d'accueil, tandis que les 7 plus âgés, déjà adultes, furent transférés dans des logements assistés. Un fonds fut créé pour les aider à recommencer leur vie, qui reçut des centaines
de milliers de dollars en dons de personnes touchées par leur histoire. Cependant, le chemin vers la guérison serait long et difficile. En 2021, une enquête d'ABC News révéla que certains des enfants adultes faisaient face à des difficultés significatives. Certains rapportèrent ne pas avoir un accès adéquat à l'argent collecté pour eux, affrontant l'insécurité alimentaire et de logement. D'autres furent placés dans des foyers d'accueil où ils subirent de nouveaux abus. Jordan, dont le courage sauva ses frères et sœurs, devint un symbole d'espoir. Dans une interview, elle expliqua qu'elle avait toujours su que ce qui se passait dans sa maison n'était pas normal, même ayant été élevée dans cet environnement. Je regardais des émissions de télévision quand mes parents ne surveillaient trop pas. Je voyais des enfants jouer dehors, aller à l'école, avoir des amis. Je savais que notre vie était différente. Quand on lui demanda ce qui l'avait motivé à s'enfuir ce jour-là, Jordan répondit « Ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour tous mes frères et sœurs. Je savais que si je ne faisais rien, l'un de nous finirait par mourir. » Depuis le sauvetage, certains des enfants turpins ont réussi à surmonter une partie de leur passé traumatique. Certains fréquentent l'école ou l'université, apprennent à conduire, travaillent et surtout apprennent à vivre libres de la peur et du contrôle absolu. Un des aspects les plus troublants de ce cas est le nombre de signes d'alerte qui ont été ignorés au fil des ans. Voisins, enseignants, membres de la famille, étrangers qui ont interagi avec la famille, tous ont remarqué des comportements étranges. Mais personne n'a pris de mesures décisives pour intervenir. Combien d'années de souffrance auraient pu être évitées si quelqu'un avait signalé la situation aux autorités? Le cas Turpin a exposé de graves lacunes dans les systèmes de protection de l'enfance et a remis en question comment une société peut échouer si complètement à protéger ses enfants les plus vulnérables. Il a également mis en évidence l'importance d'être attentif aux signes d'abus et de signaler les soupçons aux autorités compétentes. Amis, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire troublante qui nous fait réfléchir sur les limites de la cruauté humaine, mais aussi sur le pouvoir de l'espoir et de la résilience. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager avec vos amis. Vos commentaires sont très importants pour moi, alors laissez votre opinion sur ce cas ci-dessous. À la prochaine vidéo.